Bonjour à tous. Bonjour. Et donc, bienvenue ce matin. On va parler emailing pour ce petit déj de la com et des chouquettes. Donc, avec ce sujet, l'emailing n'est pas mort. On va essayer de vous donner des clés pour déployer une stratégie emailing efficace. Alors, pour commencer, on va peut-être se présenter. Donc, moi, je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée chez Concept Image. Et Aurélien, je suis développeur chez Concept Image. Super. Et donc, pour ceux qui nous connaissent pas, ou qui nous connaissaient il y a longtemps, je vais représenter rapidement l'agence. Donc, Concept Image, on est une agence conseil en communication digitale basée à Rennes. On accompagne nos clients sur 4 grands volets. On travaille sur de l'identité de marque, donc tout ce qui est plateforme de marque, charte graphique, charte éditoriale. On travaille aussi sur du conseil, donc de la stratégie digitale. On fait depuis très longtemps des supports numériques, donc du site web, des applis, de la vidéo. Et puis, dernière brique qui est très complémentaire avec le web et qui va être notamment notre sujet de ce matin, qui est le web marketing. Donc, avec tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur le référencement, l'animation des réseaux sociaux et donc l'emailing. Hop. Donc, ce matin, comme d'habitude, on est en format hybride, donc vous êtes un certain nombre avec nous sur Twitch et puis également à l'agence en présentiel. Donc, on va alterner de l'un à l'autre. Pour ceux qui sont à distance sur Twitch, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat qui se trouve à droite de votre page web. Donc, pour ceux qui connaissent pas bien Twitch, si vous voyez pas les messages, vous pouvez afficher le chat en allant sur la flèche en haut à droite. Et donc, il n'y a pas besoin de se créer un compte. Peut-être vous avez juste cliqué sur un lien pour nous rejoindre sur Twitch. C'est parfait, mais par contre, si vous voulez interagir avec nous, nous poser des questions, il va falloir vous créer un compte. Donc, c'est très simple, ça prend 2 secondes. Vous allez avoir un bouton s'inscrire sur la partie droite de votre écran. Donc Twitch, c'est pour ça, et l'outil est fait pour ça, pour interagir. Donc n'hésitez pas à nous interpeller, nous interrompre. Partagez peut-être aussi vos retours d'expérience, c'est toujours intéressant. Intro terminé, on va pouvoir rentrer dans notre sujet. Donc déployer une stratégie d'emailing, on va essayer de décrypter ce sujet au maximum et vous avez déjà tous dû recevoir des emails. J'imagine après vous êtes abonné à une newsletter sur un site, après avoir fait des achats sur une boutique en ligne. Et vous savez que ces emails ne sont pas envoyés au hasard et à n'importe quel moment. Et généralement, ils remplissent des objectifs bien précis. Et vous allez voir, cette notion d'objectif, elle est vraiment intéressante. C'est vraiment ça qui va définir pourquoi vous faites de l'emailing et quel emailing vous allez envoyer. Alors, à quoi ça sert l'emailing ? On va faire un truc très scolaire. On va commencer par définir les termes du sujet ce matin. Non, mais c'est vrai que quand on parle d'emailing, en fait, on va faire la différence entre 2 éléments. On va parler d'email marketing. L'email marketing, c'est vraiment l'art de vendre par email à un ensemble de personnes prédéfinies. Alors, je dis vendre, mais ça peut être revendre, fidéliser, ou ça peut être entretenir un lien, ou ça peut être... Faire la promotion de son activité, tout ça. Voilà. Les étapes vraiment préalables à vraiment l'acte d'achat. Et en fait, vous allez voir avec l'email marketing, ce qui est intéressant, c'est que on peut passer à l'échelle très vite. C'est-à-dire qu'on va très vite pouvoir envoyer des communications, des volumes d'emails très importants à des bases de données de destinataires que vous pouvez avoir. Donc, c'est vraiment un des atouts de l'email marketing, c'est de pouvoir adresser des volumes très importants. Et puis, on va faire le distinguo entre l'email marketing et l'email transactionnel. L'email transactionnel, c'est un email qui est envoyé en one-to-one, c'est-à-dire que vous allez envoyer un email à un seul individu à la suite d'une action. Donc, par exemple, c'est vous avez reçu des emails transactionnels. Quand vous achetez quelque chose en ligne, vous recevez un email qui vous confirme votre commande. Cet email, il est envoyé qu'à vous parce que vous venez seulement maintenant d'acheter ce fauteuil. Donc c'est vraiment la différence avec l'email marketing où peut-être vous êtes dans une base de données de personnes intéressées par les fauteuils et vous recevez des emails vous indiquant qu'il y a des soldes bientôt et que vous allez pouvoir faire des super affaires.
Donc, on va vraiment distinguer les deux. Et aujourd'hui, on va plutôt parler d'email marketing. Et donc, finalement, quand vous allez déployer votre stratégie d'emailing, vous dites peut-être, en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'utilise un template ou une structure d'emailing tout fait. Je rédige un petit message, je l'envoie à ma base de prospects et hop, en 1 heure, c'est réglé. Peut-être vous êtes très enthousiaste, vous dites ça. Ou alors peut-être c'est votre boss qui vous dit ça. Oh, tu me fais un petit emailing vite fait. Et vous vous dites, c'est peut-être pas si simple. Et en effet, dans les faits, c'est pas si simple. Et on va regarder ensemble ce matin, justement, toutes les questions qu'il va falloir vous poser, toutes les étapes que vous allez pouvoir passer pour déployer une stratégie d'emailing efficace. Et vous vous demandez peut-être déjà, avant de vous lancer bien en tête, est-ce que ça marche vraiment? Et vous priez pour que ça soit plus efficace qu'une simple bouteille à la mer, l'emailing. Parce qu'en fait, on peut se dire, c'est hyper simple, donc... Et on en reçoit beaucoup. Ou c'est un peu dépassé. Ouais, ça existe depuis longtemps. Donc voilà, est-ce que c'est un vrai intérêt? Alors, un premier chiffre, en fait, aujourd'hui, on compte environ 4 milliards d'utilisateurs d'email quotidiens dans le monde. Et si on regarde en France, il y a 42 millions d'utilisateurs d'email, donc soit 60% de la population. Alors on peut se dire, ouais, mais l'impact d'un email, c'est quand même plus limité qu'un post sur les réseaux sociaux, parce que les emails, on en a beaucoup reçus. Donc ça peut être un des premiers a priori. Donc on n'est pas totalement d'accord. Non, l'emailing a encore sa place par rapport aux réseaux sociaux. Déjà, pour une première raison, c'est que la durée de vie d'un message diffusé par email, elle est bien plus élevée que la durée de vie d'un message que vous allez poster sur un réseau social. Alors après, ça dépend des réseaux sociaux dont vous parlez. Sur Twitter, c'est très éphémère, ça passe très vite. Peut-être sur LinkedIn, votre post il peut perdurer plus longtemps. Quoique aussi avec les algorithmes de ces réseaux sociaux, on ne maîtrise pas tout. À qui est diffusé notre message, combien de temps il s'affiche, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un email, il va rester présent dans une boîte mail pendant longtemps. En effet, il est facile à retrouver. En fait, tant que le destinataire ne l'a pas supprimé, il reste dans sa boîte mail. Donc, il a sans doute plus de chances d'être vu et lu, même si on reçoit tous, en tout cas déjà avec nos emails professionnels, beaucoup d'emails par jour. Ça dépend des boîtes, mais parfois les volumes sont importants. Donc oui, on peut se dire, je vais peut-être être perdu dans cette masse d'emails, mais de fait, vos destinataires, à un moment, ils vont peut-être ranger leur boîte mail, dépiler votre mail, et vous allez vous trouver dans cette boîte mail. L'autre élément qui est important, c'est que les personnes qui sont dans votre base de données, on va en parler après, elles vous ont personnellement donné leur adresse mail. Donc ça veut dire qu'a priori, elles sont au moins un peu intéressées parce que vous faites donc plus susceptible quand même de lire vos emails. Donc elles devraient être plus attentives à vos messages. Alors après, les gens qui vous suivent sur vos comptes réseaux sociaux, elles ont aussi fait cet acte de s'abonner à votre compte. Donc il y a aussi un premier intérêt qui se crée. Mais en tout cas, avec les mails, cet intérêt, il existe aussi. Autre préjugé qu'on peut avoir, ouais, mais les utilisateurs, ils en ont marre d'être arrosés de mails. C'est peut-être votre cas, vous, en tant que professionnel ou en tant que particulier. Donc oui, il y a cet a priori-là. Alors, je veux dire faux, ou peut-être tempérer un peu mon propos. C'est vrai en partie, on peut entendre ce sentiment d'être submergé de mails, mais quand on regarde les chiffres, on voit que 77% des internautes citent l'email comme étant le canal qu'ils favorisent pour recevoir des offres promotionnelles. Donc, on voit ce chiffre-là qui nous donne de l'espoir sur l'emailing. Et d'un autre côté, c'est vrai que la tolérance des internautes à la publicité, elle est beaucoup plus faible, aussi quand il s'agit de réseaux sociaux. Dans des posts plus informels ou plus personnels sur un réseau social, quand on voit une grosse pub d'une marque vraiment identifiée comme une pub, on peut avoir tendance à vouloir zapper, à vouloir occulter finalement cette communication trop marketée. Et alors, on peut être aussi astucieux dans la façon de créer ses posts réseaux sociaux pour pas avoir l'air de sortir avec ses gros sabots et de mettre une grosse pub. C'est tout ce qu'on va travailler sur le marketing de contenu. Mais pour l'emailing, finalement, si vous faites un emailing qui n'est pas trop marketé et dans une communication assez simple, on peut éviter cet amalgame avec une grosse pub que je reçois dans ma boîte mail. Et on s'attend à recevoir des pubs dans sa boîte mail aussi. Et c'est vrai. Donc on est moins agacé que cela vienne comme ça au milieu d'autres publications.
Donc l'emailing, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un des canaux qui est le plus efficace pour engager et pour fidéliser vos clients. Encore des chiffres. Tout ça, c'est pour convaincre votre boss de vous donner des budgets pour faire de l'emailing. C'est le retour sur investissement d'un emailing. Il est de 38 euros. Ça veut dire quoi? C'est que pour 1 euro dépensé dans de l'emailing, ça va vous générer 38 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée assez récemment, il y a quelques années, auprès de plusieurs milliers de responsables marketing. Donc c'est sur le marché États-Unis. Mais le chiffre, il est quand même intéressant. Le panel interrogé, il est représentatif. Donc ça ne veut pas dire que là, si vous mettez 1 euro tout de suite sur la table, vous récupérez 38. C'est des campagnes qui se font sur le long terme. Mais en tout cas, ce retour à investissement, il est quand même super intéressant. Et c'est vrai que vous allez voir, mettre en place de l'emailing, en termes d'achat, il y a peu de barrières à l'entrée, ça ne coûte pas si cher que ça. Après, ça va vous prendre un petit peu de temps de bien penser tout ça. C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc ouais, finalement, c'est du temps. Donc ok, c'est du budget. Donc vous allez dire, c'est magique, j'ai plus qu'à envoyer des emailing en masse et puis je compte les billets, quoi. Donc non, avant d'atteindre une performance comme ça, va falloir se pencher de plus près sur comment bien utiliser l'emailing. Et en fait, il y a pas mal de boîtes qui le font. 80% des entreprises utilisent l'emailing aujourd'hui. Donc ouais, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'emails envoyés par les entreprises. C'est beaucoup d'emails reçus par leurs clients, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Et l'emailing, donc beaucoup utilisé par les entreprises, on envoie de base énormément d'emails, on en reçoit beaucoup, et c'est quand même un canal qui est compétitif. C'est vraiment un des canaux web marketing les plus performants. Donc, en moyenne en France, on envoie 1,4 milliard d'emails par jour. C'est quand même colossal. Du coup, la question, c'est comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour exister dans tout ça? On va essayer de répondre, vous allez voir, à 3 enjeux. Il y a 3 obstacles qu'il va falloir qu'on franchisse. Le premier, c'est être ouvert. J'envoie mon mail, il faut que mon mail il soit ouvert par mon destinataire. C'est forcément la première étape. Parce que vous pouvez finir dans les... Dans la corbeille. Voilà, dans la corbeille. Dans les spams, absolument. Deuxième étape, c'est pas tout d'être ouvert, faut être lu, sinon ça sert à rien. Et puis la troisième étape, être cliqué. Parce que quand vous envoyez un email, vous cherchez à inciter votre destinataire à réaliser une action. L'achat, mais la consultation d'un contenu, la prise d'un rendez-vous. Vous n'envoyez pas juste des communications comme ça, sans objectif. Donc ça, c'est le but ultime. On espère que le lecteur, il va devenir acteur et qu'il prenne contact avec vous, qu'il consomme sur votre site. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ces étapes en tête? Avant de démarrer, on va définir son objectif. Avant de foncer à tête baissée. Donc, vos objectifs marketing et commerciaux. Donc, sans objectif clair et précis, vous n'allez pas savoir par où commencer, vous ne savez pas quelle direction prendre, quels indicateurs surveiller pour analyser vos résultats. Donc, vous allez voir, on vous dégaine. Ça fait plusieurs petits déj qu'on vous dégaine cette méthode SMART. Et c'est encore pour aujourd'hui. Désolée si on vous embête avec ça, mais elle est quand même très efficace. Voilà. Réinventons pas des choses qui fonctionnent bien. Vous allez essayer de définir vos objectifs donc avec la méthode SMART, c'est-à-dire que vous allez essayer de définir des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et définis dans le temps. Donc, je vais les reparcourir un à un. Premier élément, il faut que vos objectifs soient spécifiques, il ne faut pas qu'ils soient vagues. Donc, il faut que vous définissiez sur votre campagne emailing des objectifs qui sont clairs et précis. Donc, par exemple, je veux en web, on va dire, je veux un taux de conversion pour l'emailing, je veux un taux de clic, par exemple. Il faut que nos objectifs ils soient facilement mesurables pour que vous puissiez, derrière, on va le regarder un petit peu plus tard, regarder vos stats et vous dire, est-ce que j'ai performé ou pas finalement? Parce que si vous regardez des chiffres, in fine, vous ne savez pas dire s'ils sont bien ou pas bien, ça vous fait de belles jambes.
faut qu'il soit acceptable aussi, il faut que vos objectifs ils soient pas trop ambitieux, il faut qu'ils soient cohérents avec les ressources et les moyens dont vous disposez. Si vous mettez des semaines à créer votre premier emailing, vous pouvez vous dire, OK, il faut qu'on soit ambitieux. Si vous avez une urgence, vous sortez un emailing pour la semaine prochaine, OK, bon, on va peut-être être un peu plus clément vis-à-vis de nos ambitions. Il faut qu'il soit réaliste, c'est lié à l'acceptabilité. Hein. C'est pas toujours facile de définir un objectif réalisable, je le sais. Parfois, on est un petit peu perdu, on se dit, ben, je sais pas quoi me donner comme indicateur, je sais pas quel chiffre quel seuil me donner pour mon objectif. Partez quand même avec un chiffre, et puis vous l'adapterez de campagne en campagne, mais c'est toujours mieux de se donner quand même un objectif. Et peut-être on se dit, oh là là, on s'est complètement planté, l'objectif était ultra ambitieux, ou au contraire beaucoup trop timide par rapport à ce qu'on a fait. C'est pas grave, vous serez quand même donné un cap, et vous l'ajusterez sur le coup suivant. Et puis bah, bien sûr, un objectif, c'est défini dans le temps. Ça vaut rien si votre objectif n'est pas défini dans le temps. Donc si vous regardez vos stats de votre emailing, il faut vous dire, ben, qu'est-ce que ça a donné mes chiffres le jour où j'ai envoyé ma campagne, et peut-être HJ+3. Mais vous arrêterez de regarder vos chiffres, vous les regarderez plus de toute façon 2 semaines après l'envoi de votre campagne. Ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, ben, avant de démarrer, il va falloir que vous listiez déjà des contenus dont vous disposez déjà. C'est sûr que vous avez forcément des contenus que vous possédez dans votre boîte. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos. Vous pouvez vous dire, bah non, j'ai jamais produit tout ça. Bah, vous avez peut-être des avis clients, publics ou même internes, parce que vous faites peut-être des enquêtes de satisfaction, vous avez peut-être de la matière là-dessus, des livres blancs. Bref, réfléchissez à tout ce que vous avez déjà comme matière qui pourrait vous aider à vendre, à fidéliser, à faire la promotion de votre marque. Parce que, en fait, quand vous allez vous lancer dans l'emailing, vous allez devoir préparer des contenus. Et ça, parfois, on se dit, allez, on va faire un email. Ah oui, mais j'écris quoi dedans? Et je fais la promotion de quoi? Bah, réfléchissez déjà au contenu dont vous disposez, et peut-être vous allez pouvoir en faire la promotion de votre emailing, ou le retravailler, l'adapter, pour vous servir de première base dans vos communications par mail. Et puis avant de démarrer, juste préparez-vous mentalement, vous allez devoir itérer. Vous allez voir, en fait, pour améliorer votre stratégie marketing, vous allez devoir tester de nouvelles choses, de nouveaux contenus, déployer des nouvelles solutions. Vous allez devoir itérer et modifier l'existant. Et en plus, vos produits, vos services, votre offre, peut-être même les cibles que vous cherchez à toucher, tout ça, ça va évoluer au fil des mois, des années. Donc, ben, votre stratégie emailing, elle va bouger avec votre boîte. Et donc, avant de démarrer, bien sûr, comme tout projet, ben, définissez les ressources que vous avez à votre disposition. Est-ce que tout repose sur vous? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez des collègues que vous allez solliciter pour la mise en place de l'emailing? Mais ça peut être aussi juste pour vous donner des idées, pour produire ce fameux contenu. Est-ce que vous ou ces gens-là ont du temps à consacrer à la réflexion, à la production, à la diffusion ou à l'analyse? Et quel est le budget que vous allez allouer à votre stratégie emailing et sur combien de mois? Et ensuite, on va pouvoir répondre à 4 questions concrètes, maintenant qu'on a planté le décor. À qui, quoi, comment et quand? Donc, à qui? Bah, c'est tout simplement à qui est-ce qu'on va envoyer nos emails. Donc, est-ce qu'on a des abonnés? Est-ce qu'on n'en a pas? Est-ce qu'on doit en les créer? Qu'est-ce que ça change? Quoi, ça va être bah, tout simplement le contenu de notre email. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Quels sont les contenus pertinents? Comment, ça va être toute la mise en œuvre technique. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser comme solution pour envoyer nos emails? Et quand, bah, c'est à quel moment on envoie les emails. Et ça, c'est assez important, mine de rien. On va répondre question par question. On va commencer par à qui. Donc, et bah, pour l'emailing, on va devoir constituer une base de données des coordonnées de nos clients et de nos prospects. Et la base de contact doit être de qualité et propre. Donc, parce que on va avoir un meilleur taux de conversion de nos emails si nos destinataires, ils nous connaissent, s'ils sont déjà engagés avec nous et s'ils s'attendent à recevoir un message de notre part, c'est-à-dire qu'ils ont consenti à ce qu'on leur envoie des emails. Sinon, si on envoie à quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout, bah, ça risque de pas trop marcher.
Et la première question, c'est si on n'a pas d'email, ou si on n'a pas d'amis, T'es dur, t'es dur. que ça ressemble un peu. Mais c'est un très bon point de départ. Donc, on va constituer une base de contact. Donc, on va partir de zéro et puis on va récupérer des adresses email de personnes, de prospects qui vont être intéressés pour recevoir nos offres. Et l'un des bons points de départ, c'est notre site internet, supposé qu'on en ait un, mais on va partir de là, parce qu'on va pouvoir mettre un formulaire d'inscription à une newsletter, par exemple, où on va pouvoir proposer, quand quelqu'un achète, de recevoir les offres promotionnelles. Et à partir de ça, on va constituer notre base de contacts. Donc ça peut paraître un peu laborieux, déprimant de se dire faut que je touche des gens par email, je pars de zéro. C'est vrai que ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a des façons. Intelligente de le faire. Voilà. Mais il faut être patient quand même, c'est ça que je veux dire. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc on va faire ce qu'on appelle une campagne d'acquisition, et on va utiliser plusieurs actions marketing pour récupérer des contacts. Alors ça peut être par exemple de proposer une réduction en échange d'un email. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple une réduction de, je sais pas, 5 ou 10% si on s'inscrit à une newsletter pour une première commande. Ouais, le e-commerce se fait énormément. Énormément, parce qu'après, ils savent que l'inscription à une newsletter, ça peut engager pour la suite. On peut offrir des contenus type webinaire, livre blanc, tutoriel en échange de l'inscription à un email. Il y a l'organisation de jeux concours qui se fait beaucoup. Par contre, un des problèmes, c'est que certaines personnes vont sans doute s'inscrire uniquement pour le concours et ne sont pas forcément intéressées derrière par ce qu'on propose. On peut faire la promotion de la newsletter sur les réseaux sociaux. Si on a une boutique physique, on peut mettre une borne ou juste un rappel pour que les clients physiques s'inscrivent à la newsletter. Ou on peut même je pense, les aborder. Après, ça peut être un programme sinon de fidélité, parrainage, qui est un peu le même principe que la réduction si on est inscrit à newsletter. Et aussi, sinon, lors d'un événement, un salon, c'est un très bon moyen de récupérer plein d'emails, de contacts. Juste pour compléter, quand on dit on veut attirer des gens, enfin leur donner envie de s'inscrire à notre newsletter, il faut que vous soyez... faut qu'elle soit prometteuse, votre newsletter. Oui. Si vous faites juste des posts réseaux sociaux en disant on lance notre newsletter, inscrivez-vous, moi, va falloir me donner un peu plus pour que je lâche mon mail. Donc, de quoi elle va parler cette newsletter et qu'est-ce que ça va apporter à vos cibles? Pourquoi elles auraient intérêt à vous offrir leur email? Parce que finalement, c'est une transaction, quoi. Donc, c'est pour ça que je reviens au fameux contenu qu'on va donner en échange de l'adresse mail. Il faut qu'il ait une vraie valeur ajoutée pour vos cibles et il faut que vous l'expliquiez, cette valeur ajoutée, pour leur donner envie de rentrer dans votre base de données. Et maintenant qu'on commence à faire une base de données, il faut qu'elle soit propre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà que ça soit une base récente, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'on récupère soit une vieille liste, une liste en tout cas qui a pu être faite par exemple, qui a été mise en pause et qu'on reprend après. Il y a peut-être dedans des contacts qui sont plus ou pas intéressés par ce qu'on va faire maintenant. Donc vaut mieux changer de boîte, changer de vie. tout changer. Donc vaut mieux repartir de zéro si c'est ça. Et du coup, l'un des premiers points, c'est qu'on doit pas toucher de manière quantitative, mais qualitative. Donc, il faut vraiment se dire qu'il vaut mieux 100 personnes intéressées par ce qu'on propose que 1000 dans lesquelles il y en a 950 qui ne sont pas intéressées. Et du coup, après, vu que l'un des objectifs, c'est de pouvoir mesurer nos résultats, ça va être beaucoup plus enthousiasmant. probant on va avoir des résultats beaucoup plus clairs si à la base nos prospects sont intéressés par ce qu'on propose. Et il y a aussi un autre point, c'est qu'on du coup on va pas agacer des gens qui seraient inscrits, qui seraient plus intéressés par ce qu'on propose. Donc c'est pas bon pour l'image de votre marque, ce qui est pas bon non plus pour vos stats et la performance de vos campagnes. Et en sachant aussi que plus on envoie d'emails, plus c'est cher, donc il vaut mieux en envoyer moins à des gens super intéressés. Et donc on va faire un nettoyage de base de données. Donc, si dans l'hypothèse on a une vieille base
Et même en fait, là, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire en continu. Ok. Donc, on risque d'avoir des doublons qu'il va falloir supprimer, ce qu'on appelle des vieux contacts, donc ceux qui sont plus là, et des contacts inutiles. Donc ça peut être soit des gens où on peut avoir l'adresse, mais en fait qui sont pas vraiment des clients, ça peut être par exemple un fournisseur, un associé. Bon. Et il y a aussi autre chose à supprimer, ça sera les adresses les adresses temporaires ou les adresses qui n'existent plus. Et ce qui est bien, c'est que on va pouvoir utiliser des outils pour ça. Donc là, on vous propose 4 outils qui s'appellent Captain Verify, Zero Bounce, Never Bounce et Claymail, et qui vont permettre en fait de voir si les adresses sont valides, si elles existent encore, ou si elles sont, qui vont permettre d'éliminer en fait toutes les adresses un peu parasites de notre base. Ah. Et donc, ce que je disais, c'est maintenant qu'elle est Tu peux propre, pas faire une seule fois le ménage. il faut le faire en continu. Donc pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Il y a des parties techniques, par exemple, ça peut être sur notre formulaire d'inscription, de vraiment vérifier que ce soit des emails qui soient enregistrés et pas juste des noms. Ça peut être d'utiliser ce qu'on appelle le double opt-in, c'est-à-dire qu'on envoie un email à la personne qui s'inscrit pour dire est-ce que vous voulez vraiment être inscrit. Comme ça, on est sûr d'avoir le consentement et on est sûr que l'adresse soit une adresse valide. On va utiliser des outils pour identifier ce qu'on appelle donc les soft bounces, ce sont les erreurs temporaires. Ça peut être si une adresse est indisponible, ou ce qu'on appelle les hard bounces, les erreurs définitives, c'est-à-dire si une adresse n'existe plus, dans ce cas-là, il faut la supprimer de notre base, d'envoyer sur des adresses qui n'existent plus, ça va fausser nos résultats. On va désinscrire les contacts inactifs, donc ça peut être quand on analyse les résultats, si on voit qu'une personne n'ouvre pas les emails au bout d'un certain temps, on peut lui demander si elle souhaite être toujours inscrite ou pas, et dans ce cas-là, on peut la supprimer. Et en principe, les gens ne peuvent pas s'inscrire plusieurs fois si on utilise un outil d'emailing professionnel. Mais sinon, il faut vérifier ça aussi, quoi, si on reçoit comme on disait, qu'on peut avoir plusieurs canaux pour inscrire les gens, donc si on l'a plusieurs fois, Ouais. de le supprimer. Et un point très important, il faut que notre base soit RGPD depuis quelques années, c'est-à-dire donc le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'autorisation de quelqu'un de s'inscrire dans notre base, et le consentement, il doit être obligatoire et proactif. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il faut que la personne ait fait une action pour confirmer son abonnement. Donc quand on propose de s'inscrire à une newsletter, il ne faut pas que la case soit cochée d'avance. Que la case soit décochée, donc on montre qu'il y a vraiment eu l'action, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont utilisé cette petite astuce par le passé. Normalement, c'est plus possible de faire ça. Et dans le cas où on récupère des contacts d'une ancienne base, en fait, si ça n'a pas été fait à l'époque, faut les relancer, demander s'ils souhaitent toujours être inscrits et qu'on a bien leur consentement. Et d'ailleurs, quand on utilise un outil d'emailing et qu'on importe la première fois qu'on utilise l'outil une base de données, eux, ils nous demandent maintenant où est-ce que vous avez eu ces contacts, de donner la preuve de consentement. Donc c'est vraiment important de faire les choses bien là-dessus. Ouais. Donc si on n'a pas d'accord, on ne doit pas envoyer d'email, tout simplement. C'est dur à accepter, hein, je sais. Parce que parfois on se dit ah, j'ai récupéré une vieille base de données, il y a plein de monde là-dedans, les commerciaux qui sont yes, on va contacter plein de monde. Ben non, c'est malheureusement non. Et en fait, on l'a beaucoup vu comme une contrainte, la mise en place du RGPD, les entreprises, nous, nos clients disaient ah là là, je panique, je vais plus pouvoir communiquer comme avant. Mais en fait, on peut le voir comme une opportunité en se disant bah maintenant, les gens qui vont être dans vos bases, c'est des gens beaucoup plus qualifiés, et donc on va pouvoir créer d'autres choses et faire du marketing. Quand même, tout n'est pas perdu. Et donc, dernier point, comme chacun de nous, a priori, reçoit des emails, on peut se baser sur l'agacement qu'on peut avoir avec des emails non sollicités pour adapter notre façon de faire notre emailing à ça. Donc, comme on dit, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Quoi, maintenant? On sait à qui on veut parler.
qu'est-ce que je vais raconter dans mon emailing et pourquoi? Et qu'est-ce que je dois produire pour envoyer mon emailing? Ben, il faut un contenu, on en parlait un peu tout à l'heure. On a vu que l'objectif de l'emailing, c'est de faire la promotion de votre boîte, de vos produits, de vos services pour que votre lecteur il passe à l'action. Donc il vous faut un contenu qui est en adéquation avec cette phase un peu euh, de première prise de contact finalement. Donc il vous faut un contenu, ok, mais un contenu pertinent. Donc pour chaque emailing, vous allez devoir définir un thème, un axe, et il vous faut un fil conducteur dans votre contenu. Et pas juste des messages sans lien avec les autres. Alors là, je parle d'un emailing à l'autre, parce que parfois, si vous avez une newsletter, vous envoyez tous les mois, vous allez peut-être avoir quand même, vous n'allez pas raconter toujours la même chose, heureusement, mais vous allez avoir un axe de communication pour que vos lecteurs ils se disent, bah voilà, je me suis abonné à cette newsletter parce que je m'attends un petit peu au même type de contenu tous les mois. Et puis, c'est même au sein même d'un emailing, si vous présentez plusieurs sections, plusieurs articles, plusieurs choses dans votre emailing, bah, c'est quoi le lien entre tout ça? Posez-vous cette question. Donc, c'est vrai que souvent, quand on cherche des moyens d'améliorer les performances de ses campagnes, on va se concentrer sur des accès périphériques. Peut-être j'envoie pas à la bonne fréquence, peut-être qu'il faut qu'on change l'heure d'envoi. Alors oui, c'est important, puis on va le voir tout à l'heure, il y a des bonnes pratiques pour vous aider à améliorer là-dessus, mais déjà, posez-vous la question du fond de votre message. Est-ce que ce que vous racontez, c'est intéressant? Bon, peut-être pour vous et vos équipes, ok, mais pour vos cibles. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que c'est pertinent? Euh, c'est ça, j'enfonce des portes ouvertes, parfois j'ai l'impression, mais c'est... Combien de fois on a pu se lancer bien en tête dans des emailing sans se reposer vraiment cette question du fond et de la valeur ajoutée? Et puis vous allez voir, il y a des sources d'inspiration là-dessus. Alors là, c'est un exemple qui est sympa, c'est une newsletter de petits bateaux, donc en B2C. Alors eux, ils ont plein de types d'emailing différents. Ils vont vous contacter pour les ventes privées, les soldes, les nouvelles collections, etc. Ok, mais ils essayent de varier aussi par rapport à ces communications qui sont très attendues et qui sont faites par tous leurs concurrents. Alors là, ils ont mis l'accent dans un emailing sur... ils ont voulu mettre en avant le fait que leurs produits sont super résistants. Donc le message qu'ils veulent faire passer, c'est achetez chez nous vos t-shirts parce qu'ils vont tenir dans le temps. Et on est une marque engagée, on ne veut pas vous vendre des fringues à tout va. On veut vous en vendre quand même de temps en temps, bien sûr. Mais on valorise la qualité et on valorise le fait de recoudre les vêtements, enlever les taches, bref, faire vraiment durer nos produits dans le temps. Et c'est bien joli de dire ça, mais c'est quoi la valeur qu'attendent nos clients quand on veut leur faire passer le message? Bah, c'est comment je recouds mon ciré qui s'est complètement déchiré. Comment j'enlève cette tache sur le t-shirt blanc. Bref, comment aidez-moi à faire vivre ces vêtements petits bateaux dans le temps. Donc, ils apportent des conseils, des tutoriels pour aider à rafistoler nos vêtements petits bateaux. Donc, l'objectif, c'est aussi de développer la confiance dans la marque et la relation client, de fidéliser et donc de créer. Là, je vais pas, vous voyez, j'ai même pas de bouton forcément sur aller voir la nouvelle gamme et aller racheter un ciré. Non, ils me renvoient vers des vidéos, bien sûr, dans l'univers de la marque. Et leur objectif, c'est pas tout de suite que j'aille acheter, mais c'est que je me dise, ah, franchement, c'est vrai qu'ils sont cool chez Petit Bateau. Et la prochaine fois que j'ai un achat à faire, ben, c'est peut-être à eux que je vais penser. Un autre exemple d'emailing, vous voyez en plus, visuellement, ça n'a rien à voir, il est intéressant. C'est un emailing de Lydia. Lydia, c'est une application mobile qui vous permet de transférer de l'argent sans avoir à s'échanger les RIB. Vous envoyez Par téléphone. Par téléphone, en fait, avec d'autres personnes qui ont Lydia sur leur mobile. Donc, hyper pratique quand vous avez fait un week-end avec 15 potes et que vous devez faire les comptes à la fin du week-end. Lydia, eux, ils ont vraiment créé une communauté autour de l'application de personnes qui trouvaient génial le produit et l'application et qui avaient envie d'être informées des nouvelles sorties, de l'appli, des nouvelles fonctionnalités et même de contribuer, de donner leur avis. Donc eux, c'est comme ça, au démarrage, qu'ils se sont créés leur première base emailing. C'est des gens engagés qui trouvaient le produit super. Et donc, ils envoient
finalement des emailing à cette communauté pour parler des nouveautés dans l'appli. Donc, ils ont un ton très informel puisque finalement, ils essayent de... les personnes qui sont dans la communauté ne sont pas comme des membres de l'équipe de Lydia, mais ils veulent vraiment développer cette proximité et leur dire, vous nous avez proposé ça, on l'a testé, on l'a mis en ligne, c'est super, merci de nous aider à finalement développer ce produit tous ensemble. Donc, vous voyez, ils reviennent vraiment aux fondamentaux de l'email. Ils font vraiment la part belle au texte. Donc, on peut avoir l'impression que c'est un peu austère, un peu brut, mais finalement, moi, j'ai l'impression que la marque, elle me parle. C'est comme presque... Bon, il y a un bouton quand même à la fin, mais c'est presque comme un email que tu aurais pu m'envoyer, Aurélien. Et en fait, quand on rentre dans le contenu de l'email, étant donné qu'ils ont ce ton informel, qu'ils ont vraiment des accroches sympas, il y a vraiment un éditorial qui est à eux, on se dit pas, oh là là, c'est austère, il n'y a pas d'image. Non, on rentre dans le dialogue avec la marque et du coup, ça marche très bien. Et finalement, ça se démarque de tous ces emailing ultra chiadés, avec plein d'images hyper travaillées. Et finalement, ça peut faire la différence. Mais il n'y a pas tant que ça d'email marketing avec que Que du du texte. Ouais. Donc, on peut revenir au basique. Donc, voilà, c'est des contenus qui apportent de la valeur. Donc, posez-vous toujours la question, est-ce que ce que j'envoie, c'est utile pour ma cible? Et si j'envoie des communications qui existent déjà partout, qu'est-ce que j'apporte en plus par rapport à mes concurrents? Est-ce que c'est un contenu sous une autre forme? Est-ce que c'est avec un éditorial qui change et du coup qui va être moins ennuyeux ou qui va donner vraiment l'âme de ma marque? Posez-vous toujours ces questions-là. Alors, il n'y a pas que les emails super bruts avec plein de texte, c'est aussi un emailing, un contenu qui est esthétique. Ce qui va pouvoir faire la différence, c'est quand même aussi de travailler la forme. Donc, ça peut être un joli visuel, ça peut être un titre accrocheur, ça peut être, ok, si vous faites des emails promotionnels, une promotion qui est clairement identifiée, ça peut même être un GIF pour attirer l'œil. Vous pouvez mettre des GIFs dans des emails. Donc, respectez votre charte graphique. Bien sûr, si vous en avez une, c'est le moment de l'utiliser. Il faut que la mise en forme de votre email elle reflète votre identité. Je trouve que c'était assez marquant sur l'emailing de Petit Bateau. Et quand on voit leurs emailing dans le temps, vous recevez ça dans votre boîte mail, vous identifiez tout de suite clairement la marque. Donc, vos emails, ils vont devenir directement reconnaissables, même si d'un contenu à l'autre, vous allez avoir des visuels, des aperçus de vidéos, des gifs qui sont différents pour servir à chaque fois votre message précis, mais vous avez quand même un univers graphique qui reste constant. Et pensez à hiérarchiser votre contenu. Ça, c'est hyper important. On est tous pareils, on a une capacité d'attention qui est très courte, on zappe, vous regardez des emails sur votre téléphone entre deux trucs pendant que votre café coule, donc voilà, ça c'est quelques secondes, quoi. L'attention de votre cible, elle est hyper limitée. Donc essayez de mettre dans votre email, au début de votre email, d'abord les contenus qui sont les plus importants, et ensuite, pour l'internaute qui est vraiment intéressé, pour celui qui a le temps, ok, il va aller un petit peu plus loin dans votre email, et donc il va aller regarder plus en détail votre message. Mais si vous partez des petites choses spécifiques pour amener l'utilisateur à votre conclusion, c'est peut-être la façon dont vous réfléchissez. On a beaucoup appris ça à l'école en plus, donc c'est un peu dur de se défaire de cette habitude, surtout pour les Français, je trouve. N'attendez pas la fin pour mettre votre conclusion. Et les anglo-saxons, d'ailleurs, ils ont plutôt le modèle inverse. Ils balancent leur conclusion, et après, ils viennent apporter la preuve, ils viennent apporter du détail. Ayez cette façon d'organiser votre message dans vos emails. Sinon, votre conclusion, elle sera lue par personne. Très peu. Quelques grands fidèles, mais pas tant de monde que ça. Et puis, on en a parlé, il faut que votre email il soit là pour inciter un passage à l'action. On se dit, on veut être cliqué. Donc, qu'est-ce qu'il y a de cliquable? Des boutons dans un email. Donc, vos boutons, ils sont importants aussi, c'est bien important de bien les penser. Donc, c'est quoi un bouton qui marche bien? C'est déjà un intitulé de bouton qui soit vraiment clair. Il faut que l'internaute, c'est pareil, c'est comme pour le web. Il faut qu'il sache ce qui va se passer quand il va cliquer sur le bouton. Et puis, il faut que les boutons, ils soient bien visibles, suffisamment gros, avec des bons contrastes pour qu'ils soient cliqués. Et puis, pareil, avec notre pyramide inversée, mettez un bouton suffisamment haut dans l'email. N'attendez pas la fin de l'emailing pour inciter à l'action.
Vous allez voir, on va regarder des exemples. Parfois, ce qui est bien fait, c'est qu'on a le bouton en haut et on retrouve le bouton en bas à la fin de l'email. Comme ça, on adresse les deux cibles, ceux qui sont pressés et ceux qui ont vraiment le temps. L'objet de l'emailing, hyper important. En fait, c'est le premier élément que l'utilisateur va voir. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Et ça, c'était pareil combien de fois j'ai vu avec des clients. Réfléchir au fond du mail, on a bien travaillé à la forme. Et juste avant d'envoyer la campagne, ah ouais, l'objet, on a zappé. Et donc là, c'est bâclé parce que, ah ouais, la campagne, elle est prévue, elle doit partir demain. C'est quand même dommage de passer si peu de temps sur cet objet qui est le premier élément que vos cibles vont voir. Donc, gardez... parfois le dernier. Oui, parfois le dernier, si vous n'avez pas été ouvert, lu. Donc, gardez à l'esprit que dans l'idéal, votre objet ne doit pas dépasser 50 caractères. Et ça encore, je parle d'un objet d'emailing sur ordinateur parce que sur mobile, encore moins. Ouais, c'est moins de 50 caractères. Donc, ça vous oblige à être hyper concis et du coup, d'aller à l'essentiel. Donc, il faut que vous soyez descriptif pour que la personne, elle comprenne ce qu'elle va obtenir dans votre email. Parfois, on peut être tenté de se dire je vais faire un teasing mystère dans mon objet. Ça peut marcher, hein. C'est vraiment des exceptions, honnêtement. Vaut mieux être très littéral. Honnêtement, sur le volume, ça va mieux marcher. Vous allez pouvoir personnaliser l'objet, d'ailleurs, si vous disposez du prénom de votre destinataire, par exemple. Quand on regarde les chiffres, en moyenne, c'est plus 26% d'ouverture quand vous avez personnalisé l'objet de votre email, donc ça peut valoir le coup. Et puis, vous pouvez utiliser aussi des emojis pour capter l'attention. Donc, bien sûr, il faut que ça colle avec votre charte éditoriale. Si vous avez une communication qui est très institutionnelle, ça peut faire bizarre. Le mail de déclaration d'impôt, si j'ai un emoji, je me dis c'est peut-être un spam. Donc, il faut que ça soit cohérent avec votre marque et utilisez-les quand même avec parcimonie. Et je suis tombée il n'y a pas longtemps sur un objet d'email qui m'a fait sourire. Donc, je voulais vous le partager. C'est un email de Typeform. Donc, Typeform, c'est une solution web qui permet de faire des sondages, des questionnaires en ligne. Ils ont vraiment une communication qui est pas mal dans la proximité, un peu humoristique avec ses cibles. Et donc, ils ont fait un emailing le jour du Black Friday. Je ne sais pas si le slide s'affiche bien sur Twitch. Ouais. Ok, parfait. Et donc, c'est un emailing qu'ils ont fait pour le Black Friday. Le Black Friday, vous voyez, c'est cette journée de solde, tous les e-commerçants s'y mettent. Et donc, nous, en tant que consommateurs en B2C, on reçoit combien, mais même un peu en B2B d'ailleurs, combien d'emails vous recevez le jour du Black Friday? Votre boîte mail est bombardée. Et donc, eux, ils ont fait un emailing ce jour-là. Et l'objet, donc c'est en anglais, hein, c'est est-ce que l'email juste au-dessus concerne le Black Friday et celui juste en dessous? Donc c'est marrant, ça va pas marcher dans 100% des boîtes mail, mais dans pas mal de boîtes mail, ça va marcher. Et donc, finalement, cet objet-là, il est un peu mystérieux parce que je sais pas du tout de quoi il va parler dans son contenu. Mais moi, en tant que cible de Typeform, il m'a amusé, donc je me suis dit, ah, ils sont bons, j'ai envie d'ouvrir le mail. Ou au moins, ça me laisse une bonne image de cette solution. Et la prochaine fois que j'ai besoin peut-être d'un quiz, d'un sondage en ligne, je vais peut-être penser à eux. Voilà, c'était un exemple. Il y en a plein d'autres des objets qui fonctionnent bien, mais celui-là nous a fait sourire. Il était bien vu. Et la vidéo dans l'emailing, on vous laisse arrêter un petit peu sur ce point. C'est vrai que on a tendance à être plus attiré par le mouvement que par une simple image statique. Et là aussi, le fait d'avoir un contenu animé dans un emailing, en termes de stats, on voit que ça améliore les taux de clics jusqu'à 15%. Donc c'est très efficace. Et donc vous allez pouvoir... Alors, on ne peut pas mettre une vidéo directement... qu'on va pouvoir directement visionner dans l'email. On peut mettre des aperçus, puis au clic, je vais aller la regarder sur un Vimeo, un YouTube, un site internet. Ok. Mais par contre, je peux mettre des gifs animés, on en parlait tout à l'heure. Donc du coup, vous pouvez pas mettre votre court-métrage dans votre emailing, mais vous allez pouvoir mettre un petit extrait d'une vidéo, en tout cas quelque chose qui bouge. Attention, votre gif animé, il ne faut pas qu'il soit trop lourd, sous peine d'être mis en spam. Ou même de finalement pas être lu parce que voilà, c'est trop lourd à charger, quoi. Puis de consommer de la donnée. Un peu inutilement si c'est trop lourd. Tout à fait. Donc si vous mettez un gif,
qui est extrait d'une vidéo que vous allez filmer. Probablement, vous allez la compresser, donc ça peut donner un peu un grain. Donc, à l'image, si elle est très compressée. Pourquoi pas, ça peut être assumé, mais du coup, soyez préparés à ça, quoi. Vous n'allez pas pouvoir mettre un extrait vidéo en GIF avec un rendu comme vous l'auriez sur de la HD ou la 4K, quoi, du 4K. Par contre, si vous avez une petite animation un peu comme en motion design, vous allez pouvoir avoir un petit Mm. GIF bien compressé, et ça, Désolé. vous allez avoir une bonne qualité d'image. Donc, pour conclure un petit peu sur cette partie contenu, on voulait partager avec vous quelques exemples pour vous inspirer, vous donner des idées quand vous êtes un peu en panne d'idées. Nous, ça nous aide bien. Alors, le premier exemple, c'est un exemple qui est très classique, qui est un exemple d'emailing de Made in Design. Donc, c'est la plateforme marchande sur la partie maison, déco du printemps. Et donc, eux, ils font des emailings pour tout ce qui est lancement produit, nouveauté, teasing. Donc, finalement, on peut se dire, ouais, c'est très classique, quoi. C'est sur fond blanc, il n'y a pas de truc waouh, hyper créatif. Mais en fait, ça marche très bien. Ça marche très bien pour deux raisons. La première, c'est que c'est très cohérent avec leur charte graphique. Vous allez sur leur site, c'est blanc. En fait, c'est une marketplace, ils vendent plein de produits, donc c'est pas leur marque qu'ils veulent mettre en avant, c'est vraiment tous les produits qu'ils vendent. Donc la marque, elle passe au second plan et c'est vraiment les produits qu'on va voir plein pot. Donc c'est hyper cohérent avec la navigation qu'on a sur le site. Donc moi, je trouve que c'est plutôt chouette, ça, vraiment, parce qu'on est sur du multicanal, donc on va être sur des parcours vraiment sans couture. Et puis derrière, de toute façon, l'internaute, ce qu'il a envie de voir, il a envie de rêver, quoi. Là, au printemps arrive, il fait beau, ah, je vois les meubles de jardin, ça me donne envie, quoi. Donc, c'est ça qu'on va mettre en avant. Il y a un petit peu de texte, mais voilà, c'est des images plein pot. Finalement, je retrouve un peu une structure comme un menu. Ça me donne l'impression, finalement, Mm. presque d'être sur le site internet. Plutôt intéressant. J'ai des sections qui sont bien délimitées, mais avec des lignes très fines. Et puis des boutons, vous voyez, qui arrivent très vite, qui sont bien visibles et qui sont dans des couleurs qui contrastent bien aussi avec les photos qu'ils affichent. Donc, on ne confond pas ces boutons avec l'image. Autre exemple, la plus travaillée finalement sur le design, donc c'est un mail vraiment promotionnel pour mettre l'accent sur un code promo, des soldes, des ventes privées. Donc j'arrive direct sur un gros message. En ce moment, vous pouvez aller jusqu'à moins 50%. Donc ça prend énormément de place à l'écran. J'ai ce petit tapis de couleur dégradée qui est sympa et j'ai le bouton en blanc sur la couleur qui arrive directement, donc un super contraste, donc qui va être bien identifiable. Il y a une question sur Twitch, on va peut-être défiler tous les Ouais. exemples et puis venir juste après. Un autre exemple, là, c'est plutôt une newsletter type média avec des actualités, des articles de blog, des conseils. Peut-être en B2B, vous avez ce genre de communication aussi. Donc là, c'est très classique. C'est comme toutes les communications que vous allez recevoir de médias, les articles les uns en dessous des autres, on va essayer de mettre un article à la une, puis peut-être quelques articles complémentaires en dessous, avec un aperçu quand même des articles, pas juste des photos. Des emailing pour des inscriptions à des événements, ou des portes ouvertes, ou des webinaires. Là, la construction, vous voyez, elle est vraiment différente. En haut de page, on va vraiment mettre l'accent sur les infos très pratiques de l'événement, son titre, la date, l'heure, le lieu, et tout de suite le bouton pour s'inscrire. Vous voyez, on pourrait se dire, je mets une grande image avec mon titre, etc. Et puis mon bouton, non, il va arriver trop tard. Sur votre mobile, le bouton, il est là, donc trop tard. Donc, parfois, on peut être tenté de mettre tout de suite l'image plein pot pour que ça soit joli, que ça mette dans une ambiance, que ça donne envie. Honnêtement, mettez-la, mais juste après. Et mettez d'abord le bouton d'inscription à l'événement. Parce que ça se trouve, avec le titre, vous allez tout de suite convaincre, et donc, faut convertir immédiatement. Et puis derrière, on va apporter des infos secondaires, les intervenants, par exemple, un petit résumé du contenu qu'on va avoir lors de cet événement. Et ça doit arriver Et un dans le dernier deuxième. bouton d'inscription. Et le bouton d'inscription, bien vu, Deuxième. on l'a remis, c'est le même, à la fin de l'email. Un jeu concours. Donc là, c'est un exemple. Pardon. C'est un exemple de Transavia. Donc là, c'est vrai que eux, ils ont mis l'accent sur une grande image. C'est vrai que les images de destination, ça donne plus envie que ce qu'on va faire gagner dans le concours, une photo d'un avion.
Et puis, j'ai quand même mon bouton là aussi qui arrive très vite avec l'image en haut de l'email. Et vous voyez là, bah, après, mon emailing, au-delà de l'image et de mon bouton vert flashy qui est la même couleur que mon logo, c'est blanc, c'est classique. Les boutons vers les réseaux sociaux, ils sont dans les couleurs des réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on les identifie le mieux. J'ai un petit aplat gris pour varier un petit peu mes blocs, mais c'est hyper simple. Parfois, on a des clients qui veulent aller très loin dans des conceptions créa d'emailing. Je trouve que pour l'emailing, parfois, le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Il vaut mieux vous concentrer sur votre message et avoir des structures finalement très simples qui vont être très performantes. Et puis, un dernier exemple, là, c'est Cheers. Donc, c'est une boîte qui fait des... Vous pouvez faire imprimer vos photos et puis plein d'objets dérivés sur lesquels vous allez imprimer vos photos. Là, c'est assez intéressant. Ils vont faire des emailing avec des avis clients. Enfin, avis clients. Donc, ils essaient quand même de raconter des histoires. C'est pas juste, oh, j'ai mis 5 étoiles, mon album était super. Ils vont aller un peu au-delà de ça. Donc, ils vont essayer de raconter des histoires. Pourquoi des gens impriment encore des photos à l'ère du tout dématérialisé. Donc là, ils ont raconté un témoignage de un couple qui sont à distance et puis ils s'impriment, ils s'envoient des photos imprimées pour garder le lien et donc on voit même une photo, c'est un peu Inception, une photo de la personne qui ouvre son album photo qui est super émue. Donc voilà, ils essaient de raconter un peu des petites histoires comme ça pour varier leur communication, pour faire en sorte que ce soit leurs utilisateurs qui parlent au nom de leur marque. Et finalement, ça change de juste moins 10% sur votre prochain album photo. Donc ça permet de rythmer un peu les messages. Et puis là, vous voyez, il y a un petit peu de photos, un verbatim, quelques aplats de couleurs. Donc ça permet de faire bien ressortir l'information. Mais il n'y en a pas non plus dans tous les sens. Et sur le reste de la structure, ça reste finalement assez classique. Texte sur fond blanc. Texte sur fond blanc, ça marche bien. Et puis on a un contraste qui est parfait, une très bonne accessibilité. Et puis il y a aussi plein d'autres types d'emailing qu'on peut travailler. Ça peut être du tutoriel, une étude de marché, un livre blanc, un sondage, du parrainage, un comparatif aussi de solutions. Donc voilà, il y a plein de façons de faire parler votre marque dans les boîtes mail de vos clients et prospects. On avait une question. Ouais, on avait une petite Passe question sur maintenant. Twitch, ouais. Ouais. On pose des questions tout de suite ou... Ah ouais, on va Ouais, peut-être on essayer d'y attendait. répondre. On va essayer de répondre à celle-là. On avait Fabien qui nous demandait comment on fait pour obtenir l'accord quand on envoie des emails, donc pour être nickel au niveau RGPD, quand on est sur une plateforme en ligne. Est-ce qu'on peut acheter une base de données? Alors, on y a un peu répondu tout à l'heure sur de recueillir le consentement de vos internautes s'ils s'inscrivent à votre newsletter, ça c'est à votre vos communications mail, ça c'est hyper Oui, important. ils s'inscrivent à l'envoi de mail en fait. Voilà. Après, l'achat de base de données, moi je le vois de moins en moins. C'est vrai que parfois, quand vous vous inscrivez à une newsletter, vous avez un double opt-in. Je ne sais pas si vous l'avez vu. L'opt-in, donc c'est la fameuse case à cocher où vous dites j'accepte de m'inscrire aux communications de cette marque et j'accepte de m'inscrire aux communications de ses partenaires. Et alors là, vous tombez dans une base de données qui est revendue ou qui est louée et qui permet à des partenaires de vous cibler et de vous envoyer des emails. Moi, je le recommande pas forcément parce que, en termes d'engagement, la marque, alors certes, si vous êtes dans ces bases de données, ça veut dire qu'il y a un intérêt commun. Normalement, vous êtes dans un ciblage marketing un peu pertinent, mais vos cibles, elles n'ont jamais entendu parler de vous, jamais entendu parler de votre marque, quoi. Donc, c'est beaucoup moins qualifié. Vous pouvez le tenter, moi j'aurais envie de dire, vous pouvez le tenter sur des volumes raisonnables et puis voir ce que ça fonctionne. Il n'y a rien de mieux que le test pour vous faire une opinion. Et Fabien demandait, ouais, mais comment on fait quand on débute? Donc c'est vrai qu'on en a parlé au début du webinaire. Vous avez différents moyens de faire des campagnes d'acquisition. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le replay et puis dans les slides qu'on va vous partager à l'issue du petit-déj. Ouais, on a une autre question. Super. Moi, c'était sur le temps de lecture et vous disiez qu'il fallait un message clair et précis. Donc, du coup, en fonction du temps de lecture par rapport aux réseaux sociaux, Ouais. Est-ce que dans l'emailing, on a possibilité de mettre un seul message ou plusieurs messages à la suite? C'est quoi l'efficacité en fait? Ouais. Alors, temps de lecture moyen, je sais pas, mais
Déjà, 1 minute, ça me paraît beaucoup. Je pense que ça dépend du type. Dans les Ça exemples dépend qu'on de ce que vous avait, envoyez, ouais. on avait ceux qui étaient le récapitulatif un peu des articles, des parutions, dans lequel il y a des fois plusieurs types de contenus quand même qui pouvaient être mélangés. C'est-à-dire que ça peut être un peu un éditorial, après les derniers articles parus, et au milieu de tout ça, bah, plusieurs CTA, je pense. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose C'était à call to action, des call to bouton action, des d'action. boutons d'action. Mm. Et alors que quand c'est vraiment l'offre promotionnelle, là c'est Là, très ça va très court. vite, c'est un message. Mais je pense que quand Est-ce c'est. que c'est un message, enfin un email, une action en fait? Ou un email, plusieurs actions? C'est quoi le mieux en fait? Je pense que Je dirais c'est. au-delà du newsletter vraiment. Enfin, pour moi, il y a des newsletters qui ont pour objectif d'être un récap. Peut-être vous publiez beaucoup d'articles, un peu comme les médias. Mm. Vous publiez beaucoup d'articles et vous voulez adresser un peu comme une revue de presse, quoi. Ou un récap de tous vos articles précédents, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de mettre pas mal de contenu et pas mal de messages. Parce que l'essence même de cet emailing, c'est d'être un récap. Donc on s'attend à ça. Par contre, si vous voulez à la fois que votre cible, elle télécharge un livre blanc, elle s'inscrive à un événement et elle vienne découvrir vos nouveaux produits, ça fait peut-être beaucoup de choses dans un même emailing. Et du coup, comme vous voulez faire passer 3 messages dans une communication, bah, votre objet, il va être très généraliste parce qu'il faut qu'il englobe tout ça. Votre chapeau, il va être très généraliste et du coup, bah, être trop généraliste, vous ne dites rien et vous interpellez moins. Donc dans ce cas-là, je serais peut-être plus pour segmenter ça et faire plusieurs communications et finalement distiller vos messages sur le long terme. Après, si ça fait que vous êtes en mode mitraillette et vous balancez un emailing tous les 3 jours à votre cible, on va peut-être falloir vous calmer. Mais souvent, on met un peu de temps à arriver sur ce genre de problème parce que, bah, encore une fois, ça prend du temps de publier des contenus. Bah, je pense qu'il y a quand même certaines organisations qui font ça, hein, des fois d'envoyer un email pour un objet, d'en faire un peu récap après sur la semaine où ils vont mélanger les C'est vrai. choses, et qu'ils n'hésitent pas à en envoyer tous les 2-3 jours. D'accord. Quand c'est avec des articles assez développés, ça peut être un qui développe l'article, un qui le résume. Donc, bah, c'est un peu ce qu'on disait, c'est à essayer, quoi. Exactement. Comment, Mhm. on peut voir si effectivement s'il est ouvert, s'il est lu, quand il est plus long, si ça marche ou pas. Et ça. Et si vous avez peur de trop spammer l'utilisateur, enfin, vous pouvez même faire à un moment un emailing. La fille qui dit, pour pas savoir s'il faut faire trop d'emailing, faites un énième emailing, ok. Mais vous pouvez leur demander, en fait, à votre cible, est-ce que vous trouvez qu'on vous envoie trop d'emails? Quelle est la fréquence que vous aimeriez qu'on ait au niveau de vos emails? Ben, c'est une démarche classique du UX qu'on utilise beaucoup en web. Demandez à vos cibles de quoi elles ont besoin. Les gens adorent donner leur avis. Vous verrez, là, vous serez cliqué, les gens qui vont répondre à votre sondage et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Comment maintenant? Notre troisième question. Comment? Donc là, on va parler de l'outil qu'on va utiliser pour notre emailing. Et donc, on va pas utiliser notre messagerie personnelle type Gmail, Hotmail, Caramel. Outlook, Caramel, t'es vintage. Et on va utiliser un outil professionnel. Et donc, on va vous expliquer pourquoi. Donc, utiliser un outil professionnel, la première chose que ça va nous permettre, ça va être d'améliorer la délivrabilité, qui est un mot, je suis pas sûr que ce soit dans le dictionnaire, de nos emails. C'est-à-dire en fait que la délivrabilité, c'est c'est si notre email va bien être envoyé et reçu par les cibles, surtout si on en envoie plusieurs milliers. Parce que si vous essayez d'envoyer 1000 emails à partir d'une boîte Gmail, en principe, ça va pas marcher. Et ils vont pas arriver, donc ils vont arriver en spam. Et donc, la délivrabilité, ça va être, on va devoir utiliser pas mal de choses, mais déjà utiliser un outil d'emailing va permettre de l'améliorer. Et plus nos emails sont reçus, plus ils ont des chances d'être lus, ce qui nous fait déjà passer la première étape, Première barrière. barrière. Deuxième point, un outil d'emailing professionnel, ça nous permet de gérer la désinscription. Ce qui nous fait, ce qui nous fait gagner du temps, parce que ça nous ferait une chose de moins à faire. C'est-à-dire que si on envoie à partir d'un service qu'on citera après, par exemple, comme Mailchimp, il y aura toujours une option, si quelqu'un reçoit l'email, pour voulez-vous vous désinscrire. Donc, et après, si c'est cliqué, le service va gérer la désinscription à notre place, va le supprimer de la base de données. Alors que si on n'utilise pas un service comme ça, si quelqu'un veut se désinscrire, on va devoir le faire nous-mêmes. Et c'est illégal.
Et Enfin, tu dois pouvoir permettre à tes oui, cibles de de te se désinscrire. désinscrire Ouais, via un lien. ouais. Mais sinon, c'est-à-dire qu'il faut qu'on crée le lien nous-mêmes ou alors. Ouais, c'est Mais bon, artisanal. exactement. Donc là, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ça. Ça fait pas plaisir de penser à la désinscription, mais bon, c'est la vie. Et en vrai, c'est une bonne chose, que ça veut dire que si quelqu'un s'est inscrit, c'est qu'il n'est plus intéressé. Ouais. Et donc, il nous coûtait. Donc il nous coûtait et qu'on aura a priori des meilleurs stats si on cible les bonnes personnes. Et donc l'intérêt également, c'est que ça nous donne accès à des outils d'analyse en fait de nos emails. Donc ce qui est intéressant, par exemple, on va voir quand on en envoie, on va savoir combien ont été reçus, combien ont été ouverts, combien ont été cliqués, et on va pouvoir après analyser tout ça. Donc c'est vraiment intéressant. On va vous montrer quelques outils. Donc il y en a énormément. Les plus connus, si ceux qu'on utilise quand même beaucoup, c'est Sendinblue, Mailchimp qui est l'un des plus gros en fait, qui est en anglais, Mailjet, Sarbacane, Campaign Monitor, SendGrid. Alors souvent on propose plus ou moins les mêmes choses, mais à des tarifs différents, à des échelles différentes. Ils proposent pas les mêmes interfaces, proposent pas les mêmes templates d'email, et ils proposent pas forcément la même offre gratuite. Et l'offre gratuite, c'est bien, c'est ce qui va nous permettre de tester en fait notre outil. Donc, du coup, pour s'y retrouver, on va un peu analyser en fonction de ce que ça propose, si ça permet de faire du marketing et du transactionnel, ce qui sera très important après pour notre site, si on a aussi besoin d'envoyer des emails transactionnels. Si ça permet d'envoyer des SMS, il y a certains qui permettent ça. Même si je ne sais pas si c'est énormément utilisé actuellement, mais bon, ça peut être utilisé. De permettre du marketing automation, qui n'est pas un point qu'on va développer ici, mais qui est intéressant. Ensuite, en fonctionnalité, ça peut être de ne pas avoir une liste client, mais de pouvoir la segmenter, en fait. Comme ça, on peut se faire une liste newsletter, une liste promotion, événement. Événements, ou client de tel secteur, ou client de tel autre secteur d'activité. Ce qui est assez utile, de pouvoir de pouvoir ajouter des champs personnalisés sur nos contacts. C'est-à-dire qu'au lieu, on peut avoir l'email, le nom, prénom, numéro de téléphone, puis on peut On même peut dire bonjour Aurélien. Ou aussi, on peut noter sur une personne si on a quelque chose c'est fait partie de la base de données, quoi, de dire client de telle chose, intéressé par ça. On peut utiliser de l'A/B testing, c'est-à-dire par exemple, on va envoyer à 100 personnes le mail A et à 100 autres le mail B en même temps, puis on compare après les résultats. C'est assez utile justement quand on développe notre stratégie, qu'on ne sait pas encore trop où on en a. On va avoir des modèles des templates, donc des modèles d'email à utiliser, ou un éditeur intégré qui peut être différent, qui peut être plus performant. Et une chose très importante aussi, c'est de savoir si les emails proposés ils fonctionnent sur mobile. Ouais. Donc on va voir que le mobile c'est très important. Si les outils d'analyse sont intéressants. Si la tarification est souple, c'est-à-dire est-ce que si on passe de 5000 à 10 000 abonnés, est-ce que le prix change beaucoup ou pas? Est-ce qu'on peut s'adapter en fonction du volume tous les mois? Et si le support est efficace, c'est-à-dire si on a un problème et qu'on les contacte, est-ce qu'ils nous répondent? Et ça, c'est un point assez important, parce que on a vu que dans certains cas, on avait des réponses très vagues au bout d'un mois, et dans d'autres, ils répondent dans la journée. Et donc, ce qu'on vous recommande quand vous démarrez, c'est d'utiliser les fonctions de base, et avec un outil qui s'adapte à un volume d'envoi mensuel. Parce que ça peut faire un peu peur tout ce que tu viens de nous dire. Oui. Si vous démarrez. Surtout de Vous s'abonner. allez pouvoir démarrer simplement. Oui. Et ces outils-là, les interfaces, franchement, elles sont assez ergonomiques. Donc même si vous commencez, vous n'allez pas être pollué par un milliard de trucs où vous dites « Oh, je ne comprends rien ». Franchement, c'est assez facile de rentrer dans ces outils. Et on va vous présenter celui qu'on préfère, avec lequel on n'a pas de partenariat, mais on fait un peu la promotion, c'est Sendinblue. Parce qu'on l'utilise ici pour nous et pour nos clients, parce que c'est une entreprise française, qu'il a un bon rapport qualité-prix et qui a beaucoup de fonctionnalités, qui s'est
c'est assez simple à utiliser, je trouve. Puis ça permet beaucoup de choses, qu'on soit dans la partie rédaction, marketing, ou Ouais. même en développement. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est une très bonne solution qu'on vous recommande si vous ne savez pas Et quoi leur prendre. support est très réactif. Et ça, c'est super. Alors, moi, j'avais une question par rapport aux fournisseurs justement d'accès d'email Oui, et aux plateformes. C'est quand on fait un contenu très marketé, où on utilise beaucoup d'images ou de vidéos, de choses comme ça. Souvent, quand on reçoit l'email, on ne le voit pas. Ouais. Donc après, je me dis, il est où l'intérêt pour atterrir en fait le lecteur? Ouais, en effet, il y a des clients mail qui bloquent de Ouais. base toujours les les images. médias, Ouais. les images et les vidéos. Moins sur smartphone, plus sur PC, mais Ouais. du coup, c'est quoi la stratégie dans ces cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux mettre du texte et envoyer vers des liens extérieurs pour voir la qualité du contenu, ou est-ce qu'il faut à tout prix l'inclure dans l'email et finalement ça ne sera pas vu, quoi? Au premier visionnage en tout cas. Il Ouais. faudra faire afficher dans une page web Ouais, ou carrément. Il n'y a pas tant de gens que ça qui cliquent sur ce lien. Ouais. Je suis d'accord. Donc, c'est un vrai problème, c'est un dilemme. Cette ratio image/vidéo et texte. Moi, ma conviction, c'est de pas faire un emailing qui repose que sur une image. Ça, c'est clair. J'ai déjà vu des emailings où en fait, c'est un créa qui a fait un superbe truc. Et en fait, il vous livre une image, une longue image avec tout votre message comme ça. Et que vous allez coller comme ça dans votre emailing. Donc, il n'y a pas de texte, c'est juste un gros bloc. Donc, c'est trop beau quand votre boss l'a validé. Il a dit la créa est magnifique. Sauf qu'en fait, tous les gens qui ont les images bloquées, votre mail, on a presque l'impression que c'est buggé. Il n'y a rien. Donc là, franchement, je ne le recommande pas d'aller dans cet extrême. Je ferai vraiment attention. Pour moi, c'était important aussi d'avoir un petit texte, Sur une les petite images. accroche. Ouais. Alors ouais, on va en On va en parler. parler. Un texte sur les images, mais même juste un petit texte, juste un champ texte quoi, qui présente un petit peu ce qu'on va trouver dans la newsletter. Ou dans l'emailing, je dis newsletter, mais pour qu'on ne soit pas confronté à j'ouvre mon emailing sur mon téléphone et j'ai un truc blanc. Il y a quand même du texte, donc je vois que c'est pas buggé, je vois qu'il y a quelque chose qui s'affiche et ça peut me donner envie d'activer les médias. Et après, je me cache derrière la B-testing, mais j'y crois. Vous pouvez tester un emailing qui a très peu d'images avec un emailing qui en a beaucoup plus, toujours en gardant ce socle commun de mettre un petit peu de texte au démarrage. Et vous allez pouvoir, dans ce cas-là, ce qui est important dans un A/B testing, c'est de faire changer qu'une seule variable. Donc vous allez envoyer ces deux versions d'email en scindant votre base de données en deux. Vous les envoyez au même moment, le même jour, à la même heure. Et puis avec les outils qui font de l'A/B testing, c'est pas à vous de scinder votre base en deux. C'est l'outil qui au hasard, sépare votre base de données. Et puis vous pourrez voir ce qui a été le plus ouvert, le plus lu, le plus cliqué. C'est vraiment comme ça que je le testerai. C'est le meilleur moyen de vous faire une conviction. Mais pas que image. Mais effectivement, Thunderbird, tout ça, ils bloquent de base les images si on les autorise pas, quoi. Ouais. Non, parce qu'on a tendance à aller vers cette solution à cause des réseaux sociaux. Ouais. Images, vidéos. Tout à fait. Et oublier le texte. Ouais. Et dans l'email, finalement, c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression. Et puis, vous avez montré un exemple, il n'y a que du texte. Ouais. Et là, je me dis, waouh! C'est pas ça que j'avais en tête. C'est pas ça que Mais franchement, je trouve que l'éditorial est souvent sous-exploité. Parce que quand on pense, je veux me différencier, je veux faire de la com, on pense aux couleurs, on pense aux images, on pense à la vidéo. Et on pense pas toujours à l'éditorial. Alors que l'éditorial, c'est fantastique pour porter un message, pour se différencier. Et c'est un exercice qui est difficile aussi. Donc, on peut mettre son jus de cerveau et son temps aussi sur l'éditorial et pas forcément sur le visuel et avoir de très bons résultats. On peut s'amuser avec les mots. Alors quand ? Il est temps de sortir votre calendrier. Le mardi à 11h. Donc, je ne vous dis pas tous d'envoyer vos mardis à 11h. Il y a aussi le jeudi à 11h qui marche bien. Non, ça, c'est des grands chiffres. Quand on regarde des stats sur des très grands volumes, c'est vrai que c'est deux créneaux qui marchent bien. Il y a des pics d'ouverture le matin, à la pause déj et le soir. Mais ça, c'est très global. Si on regarde un petit peu plus, mais c'est encore des moyennes, sur des chiffres un peu plus détaillés. En fait, les stats, elles vont varier aussi en fonction de votre secteur et de votre activité. Parce que les cibles, elles n'ont pas les mêmes habitudes. Vous avez des gens qui sont
beaucoup sur ordinateur au boulot, des gens qui sont plus nomades, qui vont regarder sur le téléphone. Il y a des gens qui vont regarder pendant les horaires de bureau, des gens au contraire qui vont regarder sur des moments off, donc plus des pauses le matin au petit-déj, le soir dans les transports, le midi, voilà. Donc c'est... Là, ça donne quelques premiers chiffres des grandes tendances. Et encore une fois, le meilleur moyen, c'est de tester. Il n'y a pas de vérité absolue. Ce qui est important, c'est vraiment de s'adapter à votre cible. Donc, vous pouvez tester, mais vous pouvez même, au-delà de tester, leur poser la question en amont. Alors, c'est pas toujours facile le déclaratif de demander aux gens, vous consultez vos emails quand, à quelle heure? On n'a pas toujours conscience de ça, mais pourquoi pas? Vous pouvez faire des petites enquêtes utilisateurs. Pas besoin de faire des quantis, d'interviewer 1000 personnes. Mais si vous êtes en contact avec vos clients, vos prospects fréquemment, vous pouvez leur poser cette question et ça vous donnera des clés pour savoir quel est le meilleur moment peut-être pour envoyer vos emails. Donc maintenant qu'on a répondu à ces 4 questions, bah, c'est pas encore fini. Il va falloir optimiser vos campagnes. On va commencer par parler du mobile. Parce qu'apparemment, selon les statistiques, 50% des utilisateurs consultent leur email sur smartphone. Donc ça veut dire qu'il faut que votre emailing s'adapte parfaitement sur mobile en fait, autant dans le fond, donc dans ce que vous allez raconter, que sur sa forme. Voici un exemple en fait. Dans le premier cas, en fait, c'est pas lisible parce que le texte, ça devait être un texte qui était adapté à un format desktop, donc il a été vraiment réduit et il est illisible sur mobile, et l'image devient beaucoup trop grande. Et donc, d'utiliser par exemple un template qui va être adapté au mobile, ça va nous permettre que le texte soit directement lisible sur mobile, quoi. Des boutons d'action bien gros pour être cliqués avec Ouais, avec des gros doigts, toute taille de des petits doigts. doigts. Et pareil pour les images, qu'elles soient pas trop lourdes en fait quand c'est sur mobile. Donc on va penser à optimiser les images. Donc ça va être le poids et la taille des visuels. Et ça peut mettre de toute façon aussi même le contenu de l'image, parce que si c'est quelque chose qui fourmille de détails, on peut avoir du mal à le voir. Ouais. Donc il faut aussi penser un peu à ça. Mais ça va être surtout le poids, quoi, que ce soit pas trop lourd. On peut utiliser des liens sur les images. Donc en mobile, c'est particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir une image et on va avoir envie de cliquer dessus, qui va nous faire un lien ensuite pour nous rediriger vers le site ou l'appli. Et le point que j'avais un peu évoqué avant, de mettre un texte alternatif sur les images. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans le web de manière générale. Si on va utiliser un texte qui va décrire l'image, comme ça, même si notre image ne se charge pas, donc ce qui peut être le cas sur pas mal de services de messagerie, ou ça peut être le cas sur mobile si on utilise moins de données, on va quand même avoir une idée de ce que ça veut raconter, quoi. Et donc, On n'a pas le côté esthétique, mais au moins l'info est là. c'est mieux que d'avoir du vide, et ça peut aussi nous inciter à avoir envie de la charger. D'activer, ouais. Ouais. Et ensuite, on a le problème des spams. C'est-à-dire que quand on envoie plein d'emails, ça peut facilement arriver en spam. Donc il y a pas mal de petites choses à faire pour ça. Donc ça va être pour l'objet. De ne pas écrire quelque chose uniquement en majuscule. Ne criez pas sur vos clients, s'il vous plaît. C'est le propre souvent des offres un peu tapageuses et tout. Tout est écrit en majuscule. On écrit en gros 20%, 50% de remise. Ça aussi, c'est pas très bon. Faut y aller, hein, tant que tu à mettre ça dans ton email. Pas utiliser les points d'exclamation, pas utiliser d'en mettre plein à la suite, pas utiliser plein d'émoticônes non plus. Répéter le même mot plusieurs fois non plus, c'est pas bon. Donc de tout ça, ce qu'on peut en sortir, ce qui est bien, c'est d'écrire des vraies phrases un peu cohérentes, quoi. Et des mots interdits. Oui, donc de ne pas utiliser gratuit, de ne pas utiliser gagnant, de ne pas utiliser prix, de ne pas utiliser urgent, surtout si c'est un mail marketing, forcément, ça ne peut pas vraiment être urgent. Et ensuite, on va tester.
Donc, il y a un point qui est important, c'est qu'on peut utiliser un outil pour voir si nos emails s'affichent bien dans les différents clients de messagerie ou sur mobile. Ouais, Donc, avant même de tester auprès Oup. de vos cibles, hein, bien sûr. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Donc là, on vous en présente deux. Il y en a un qui s'appelle Litmus et l'autre Email on Acid. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir à quoi notre emailing va ressembler sur différents supports, sur mobile, sur tablette, et par exemple sur Gmail, sur Outlook, sur Apple Mail. Et donc, on va voir dans quel cas, par exemple, on va avoir des images qui ne vont pas s'afficher, dans quel cas ça ne va pas être lisible. Donc, ça peut être bien de faire ça avant de lancer Oui, parce que sinon, vous avez testé votre emailing dans votre boîte pro, dans votre boîte perso. Vous dites c'est bon, ça marche sur les deux, vous l'envoyez. Et 1 minute après l'envoi de votre mail, il y a votre boss qui déboule dans votre bureau, bien sûr, comme par hasard, il avait un autre truc d'emailing. Le truc est tout pété, c'est parti à toute la base. Et ouais, c'est parti à toute la base. Et même si votre boss représente, j'en sais rien, 5% des boîtes mail à qui ça a été envoyé, ben, c'est gênant. Donc là, ça va vous permettre de tester de façon industrialisée et d'être vraiment serein au moment où vous appuyez sur ce bouton envoyer à toute ma base. Dernière étape avant l'envoi, et on est bon. Vous dites, mais j'en peux plus, j'ai tellement bossé, le truc est toujours pas parti. Donc la délivrabilité, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est pareil, on peut le tester. On a un outil en ligne qui est gratuit qui s'appelle Mail Tester. Et en fait, il va vous permettre d'avoir un spam score. C'est-à-dire que c'est un indicateur qui va évaluer le potentiel de mise en spam de votre email. Donc là, vous avez respecté les bonnes pratiques, vous avez quand même fait gaffe. Enfin, le mieux, c'est quand même de tester et de valider que tout est bon. Donc, vous allez envoyer une copie d'email à une adresse générique et l'outil va vous afficher le détail des modifications. Il ne vous dit pas juste c'est foutu, vous êtes en spam. Il vous dit il y a des choses à améliorer, il va vous dire exactement qu'est-ce que vous devez corriger. Donc, c'est vraiment un bon allié. Il donne une note, en fait, sur 10. Ouais, donc... Mais il y a des fois, c'est des moins 3 points. Ah ouais, parfois, ça peut être dur. Mais bon, au moins, vous l'aurez anticipé. Et puis, ensuite, analysez vos résultats, analysez vos statistiques. Ça, c'est hyper important dans votre stratégie d'emailing. C'est souvent sous-évalué parce qu'en effet, on a tellement bossé et on ne pensait pas qu'on bosserait autant juste pour un email. Donc, une fois qu'il est parti, on est soulagé. Vous avez 10 000 autres sujets à gérer sur le marketing et la com. Donc, vous vous remettez sur les autres trucs que vous aviez dépriorisés. Et parfois, vous oubliez un petit peu de regarder vos stats. C'est dommage. Donc, un des principaux avantages de l'email marketing, c'est toute cette donnée qui a une valeur énorme pour vous aider à affiner votre stratégie et vous améliorer en permanence. Donc, la règle d'or en marketing, c'est optimiser, 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 optimiser. Donc, il va falloir itérer, itérer, itérer. Désolé, c'est laborieux, mais c'est comme ça qu'on avance. Donc, les grandes stats qu'on va regarder, c'est le taux de délivrabilité. On en a pas mal parlé, le taux d'ouverture, le taux de clic aussi, mais aussi le taux de rebond. Donc, c'est le pourcentage d'emails non délivrés. Le taux de spam, bien sûr, et puis aussi le nombre de désabonnements à chaque envoi. Ça arrive, si vous avez des désabonnements, c'est pas la fin du monde. Par contre, si vous avez un pic de désabonnements suite à un email, là, il faut vous poser une question. Donc, c'est à regarder sur chaque campagne, mais c'est aussi à comparer finalement dans le temps, pour que vous ayez des chiffres exploitables. Et puis, observez pour mieux vous améliorer. Donc, ayez bien cette analyse sur des tendances. Et puis, regardez peut-être, alors, pour voir l'échelle de temps par rapport à la quantité d'emails que vous regardez, ça peut être au trimestre, ça peut être aussi sur l'année. C'est quoi les contenus qui ont le mieux fonctionné? C'est quel bouton d'action qui a été le plus cliqué? C'est quel jour et quelle heure d'envoi qui a obtenu le plus d'ouverture? Donc, vous allez créer finalement votre propre moyenne et les chiffres qui vous correspondent à vous. Bon, et puis si on regarde les taux moyens, tous secteurs confondus, ça, on nous pose souvent la question, donc je vous les donne. Le taux d'ouverture moyen, c'est 17,8%. Donc, je vous le précise parce que parfois, on a des clients qui disent oh, franchement, j'ai eu que 20-25% de taux d'ouverture, c'est pas beaucoup. Moi, j'avais l'impression que tous les gens à qui j'allais envoyer mon email allaient l'ouvrir. Donc, ils sont un peu déprimés avec ce chiffre. Nous, on leur dit non, c'est bon, vous êtes au-dessus de la moyenne, franchement, vous pouvez être satisfait. C'est bien, ça permet de mettre un peu en perspective les résultats. Le taux de clic moyen, c'est pas beaucoup, vous allez voir, c'est entre 1 et 3%.
Donc, c'est vraiment pas beaucoup. On considère qu'il est mauvais lorsqu'il est en dessous des 1% et qu'il est excellent quand il est supérieur à 6%. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils vont pas immédiatement cliquer sur votre mail. Ça veut pas dire que c'est raté. Parce que vous allez rester dans la tête de votre cible. Et c'est comme tout en e-marketing. En fait, le prospect, il passe pas à l'action toujours en une fois. Ça existe, ça s'appelle l'achat compulsif. Mais c'est pas 100% des comportements de vos clients. Donc, un bon taux de clic, c'est super. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. J'avais une question sur ça. Vous avez des référentiels par secteur d'activité, B2B, B2C, ou J'ai disponibles sur le web, ou je sais On pas. va essayer d'en chercher, c'est vrai qu'on n'en a pas mis là. Si on a les taux de clics par secteur, on va regarder, ouais, et puis on complétera dans le support. On essaiera de trouver des trucs récents. Et puis, un petit point sur Google Analytics, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir finalement traquer des URL pour suivre les stats également dans Google Analytics. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ma page d'inscription à un événement sur mon site, combien de gens proviennent de ma campagne emailing et ont atterri sur cette page. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, il y a vraiment un après tout ça, mais oui, bien sûr. Parce que vous allez optimiser, parce que vous allez faire des A/B tests, parce que vous allez avoir des nouvelles idées de contenu, parce que votre boîte, elle évolue. Et puis parfois, des toutes petites choses vont pouvoir... je ne veux pas vous déprimer en vous disant va falloir à chaque fois réinventer la roue, transformer tous vos emailing, changer l'éditorial, changer le visuel. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt, à chaque emailing que vous envoyez, c'est toujours une nouvelle opportunité de se dire est-ce qu'on peut changer un petit truc. Vous n'allez pas changer à chaque fois, mais posez-vous la question. Et en fait, vous allez même à terme pouvoir passer à l'étape d'après. Donc, tu parlais un peu de marketing automation tout à l'heure. C'est pas l'objet de ce petit déj. D'ailleurs, on en a parlé précédemment dans un autre petit déj de la com et des chouquettes. Si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce sujet, vous pourrez télécharger le support sur notre blog. Donc, juste pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le marketing automation, c'est ce qui vous permet d'envoyer des emailing de façon automatisée, c'est-à-dire que vous allez faire rentrer vos destinataires dans des scénarios d'automatisation que vous aurez conçus au préalable. Donc, vous allez créer des emails types. Et ça va vous faire des séquences qui vont se déclencher suite à une action. Par exemple, vous qui êtes avec nous ce matin, vous êtes tombé dans un scénario d'automatisation qu'on a créé à l'agence, dédié à nos petits-déj. Quand vous êtes inscrit, vous avez reçu un email automatique pour vous dire... pour vous confirmer votre inscription. Puis vous avez reçu un email de rappel avec le lien du petit-déj. C'est pas notre collègue Emma qui a la régie qui vous a envoyé un email à la mano à 8h ce matin. Et vous allez recevoir un email également avec le lien vers notre support. Et donc, ça, c'est vraiment l'étape d'après. Après votre email marketing, ça peut être le moyen d'aller encore plus loin dans votre relation avec vos utilisateurs. Et l'automation n'est pas forcément... désincarnée et certes elle est industrialisée, ça vous permet de faire des choses, de communiquer de façon très efficace et professionnelle, mais vous allez pouvoir aussi mettre de l'identité dans ce marketing automation. Donc maintenant, à vous de jouer. Donc on est là si besoin. Emma a mis d'ailleurs le support pour le marketing automation directement dans le chat sur Twitch. Merci beaucoup. On a une question aussi. Est-ce que vous pouvez redonner les outils qui permettent de tester l'emailing sur différents canaux? Il me semble que c'était Litmus. C'était Litmus. Si je peux l'écrire. Exactement. Peut-être Emma, si tu peux le mettre dans le chat. Et puis de toute façon, vous aurez le lien, comme d'habitude, pour tous nos petits déj. On vous enverra le lien vers le support. Vous pouvez tout retrouver avec les notes aussi, ce qu'on vous évoque à l'oral, mais qui n'est pas forcément affiché dans les slides qu'on vous partage. Donc vous aurez tout ça avec vous d'ici quelques jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si vous en avez. Est-ce que ça vous aide par rapport à vos réflexions du moment? Ouais. Ouais. Ok. Super. Écoutez, notre petit déj touche à sa fin. Je vous fais la petite page de pub pour les prochains petits déj, puisqu'on a un petit déj par mois.
Donc le prochain, ça va être le 9 juin. On va parler communication interne. Donc comment créer un collectif qui fait progresser les collaborateurs et l'organisation. Vaste sujet. On va essayer d'évoquer un certain nombre de choses en 1 heure et demie, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, vous donner des clés, vous donner des exemples aussi de choses assez sympas, intéressantes que des boîtes ont pu faire sur leur com interne. Et puis en juillet, on va parler vidéo et photos. Comment faire des vidéos et des photos de qualité vous-même. C'est vrai que nous, on en fait à l'agence, du coup, pour certains clients. Mais en fait, la vidéo se démocratise tellement que nos clients, ils ont besoin parfois de produire des volumes de photos et de vidéos assez conséquents. Et donc, dans certains cas, c'est mieux qu'ils sachent faire des choses eux-mêmes et qu'ils se débrouillent tout seuls pour être réactifs et puis produire tout ce dont ils ont besoin. Donc, on vous donnera des conseils à la fois sur la technique, le matériel, la préparation pour que vous puissiez être autonome. Et puis, retrouve aussi tout ce qui est conseils, bonnes pratiques et outils pour votre communication digitale sur notre blog. Donc, c'est vrai qu'on a ces petits déj tous les mois, mais on produit aussi des articles. On essaye de vous mettre des choses assez pratiques qui répondent à vos besoins en tant que chargé de marketing, responsable com. Donc, vous devriez trouver pas mal de ressources qui devraient simplifier votre quotidien, je l'espère. Merci pour vos commentaires. Je crois que c'est Marie-Claire sur le chat, une fidèle des petits déj, fait toujours plaisir de se voir. Et merci pour ce message. Et puis, si vous avez passé un bon moment, vous pouvez nous laisser un petit avis sur Google My Business. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Concept Image, vous avez ce module Google My Business qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur avis, laisser un avis. Et en fait, ça aide notre référencement naturel. Donc, ça nous donne un vrai coup de pouce. Donc, si vous pouvez prendre 1 minute pour le faire, ça serait top. Et je vous invite d'ailleurs à demander à vos clients de le faire pour vos boîtes. Parce que c'est une bonne pratique. Super. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. 10h28. On est Pile dans les temps. pile dans les temps. Parfait. Merci d'avoir commencé votre journée avec nous. Et puis, à très bientôt.